Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ici Femmes. Le Festival de Cannes a annoncé sa sélection assortie d'un message de sérieux sur les violences sexuelles selon sa présidente Iris Knobloch. Un rapport d'enquête parlementaire sur le secteur du spectacle, comprenant les témoignages de 350 professionnels du secteur, avait exhorté à mettre fin aux mauvais traitements infligés aux artistes-interprètes. Souvent sous-estimée au Liban, la danse a du chemin à faire. Nada Kano, un pilier de ce secteur dans le pays, chorégraphe et professeur de ballet, nous livre son témoignage. Troisième participation pour le Liban à la Biennale d'architecture de Venise. C'est l'organisation à but non lucratif Collective for Architecture qui a été choisie par le ministère de la Culture et l'Ordre des ingénieurs et architectes pour représenter le pays. Chirine Doumar, cofondatrice du collectif, est notre invitée. Retrouvez l'actualité des femmes dans le monde et au Liban sur notre site web et nos réseaux sociaux. Merci Chirine Doumar d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes architecte et vous cofondez l'organisation à but non lucratif Collective for Architecture en 2019 avec les architectes Elias Tamer, Edouard Saïd et Lynn Chamoun. Exactement, merci de me recevoir. Et vous avez été choisi, votre collectif a été choisi cette année pour représenter le Liban à la Biennale d'architecture de Venise. C'est la troisième participation du pays à cette biennale. Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce pavillon. En fait, le pavillon s'appelle The Land Remembers et il a pour but en fait d'exposer l'écocide au Liban, qui est en fait la destruction intentionnelle de la nature. Ce qui s'est passé la dernière année dans le sud du Liban avec la guerre avec l'Israël a laissé beaucoup de séquelles sur la terre, a empoisonné la terre avec le phosphore blanc, mais aussi avec tous les résidus des métaux lourds, des bombes et tous les débris en fait de tout ce qui est urbain. Et donc le pavillon a pour but de documenter cette destruction, mais aussi de proposer des méthodes alternatives pour rétablir la terre, la guérir et en fait de penser à la terre avant de penser à reconstruire. Avant de penser à l'architecture, il faut repenser à notre relation avec la terre, avec la nature, avec l'environnement naturel. Et donc voilà, le titre du pavillon The Land Remembers en fait fait référence au fait que la nature est intelligente, la terre se rappelle, elle a une mémoire, elle sait comment se régénérer et avec l'aide de l'être humain, on peut arriver à régénérer notre terre pour pouvoir reconstruire d'une façon plus durable. Et lorsque vous dites documenter, comment cela va-t-il se passer? Donc le pavillon en fait c'est un ministère, en fait, on a conçu ça comme un ministère fictif qui s'appelle le ministère, je vais dire en anglais, The Ministry of Land Intelligence. Et donc, il est divisé en 4 départements, ce ministère fictif qui sera le pavillon. Le premier département est en charge de documenter l'écocide à travers des photos. Donc, on a plusieurs organisations avec lesquelles on travaille, des chercheurs aussi, des architectes, qui ont fait beaucoup de travail de documentation, entre autres Green Southerners, qui nous ont envoyé toutes les photos qu'ils ont prises pendant les événements, toute cette dernière année. Donc, entre les photos, le second département, c'est un département de cartographie. On travaille avec Public Works Studio, avec Beirut Urban Lab et avec Mohamed Chir, qui est un artiste du son. Et on a créé eux, ils ont créé plein de cartographies qui aussi documentent la destruction intentionnelle de la nature au Liban. Donc ça, c'est la partie documentation. La partie régénération, on a travaillé dans donc, le troisième département avec Juzur Lebnen, qui a en fait une banque de graines d'espèces endémiques qui sont des espèces des plantes qui existent qu'au Liban. Et donc, avec eux, on travaille sur cette question de préservation qui est très importante. Et plein d'espèces endémiques pendant la guerre ont été très endommagées
Donc il y a des problèmes maintenant de préservation. Et ce sont des espèces qu'on ne trouve que dans le sud Liban? Non, dans tout le Liban. Dans tout le Liban. Par exemple, l'iris, qui est une espèce très spécifique au Liban, a été beaucoup endommagée, dans le sud notamment. Et puis le dernier département, c'est le département, en anglais on a appelé ça Strategic Healing. Donc on est en train de travailler avec des chercheurs qui proposent des méthodes alternatives pour régénérer la terre en utilisant, disons, des méthodes plus naturelles. Comme quoi, par exemple? Donc ça s'appelle en anglais bioremediation. Donc ils utilisent par exemple des champignons pour régénérer la terre. Ce pavillon est le résultat d'un cheminement intellectuel, forcément. Donc, pouvez-vous un peu nous raconter les étapes qui ont conduit, en fait, à cette réflexion sur cette terre et notre relation à la terre? Oui, bien sûr. Donc, en fait, il faut que j'explique qu'il y a un thème à la Biennale. Le curateur, cette année, c'est Carlo Ratti. Et son thème s'appelle « Intelligence, Nature, Artificial and Collective ». Donc, bien sûr, au Liban, on ne regarde pas vraiment l'intelligence artificielle. On n'est pas très fort dans ça. Donc, c'était ça notre point de départ. Et bien sûr, étant donné les événements de l'année dernière, c'était évident qu'on allait s'adresser à ce qui était en train de se passer aussi. Donc, voilà, ça c'était le point de départ du pavillon. La façon dont on a commencé à travailler, en fait, c'était une recherche c'était une longue recherche qui a culminé en un livre. Donc, on a une publication maintenant. On a travaillé avec Nathalie Elmire, qui nous a fait notre livre précédent, et donc qui va être vendu aussi à la Biennale, ce livre. Et c'est à partir de ça qu'on a développé le design du pavillon, la recherche, etc. Donc on a commencé à partir de là parce que aussi je veux mentionner que c'est un pavillon qui n'est pas fondé par l'État. C'est un pavillon qui a été fondé par des individus, des organisations qui croient au Liban, qui croient à ce projet, qui croient à l'importance de ce message. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé au début avec le livre parce qu'on avait du mal à lever des fonds pendant la fin de la guerre jusqu'à la fin du mois de novembre. Et puis éventuellement, on a pu débloquer. On voit votre courage et j'imagine que ça a été compliqué de trouver des sponsors, des gens qui soutiennent, des initiatives. Mais c'est un énorme élan de solidarité en fait qui vous porte aujourd'hui pour représenter le pays. Quel est votre message? Il faut baisser la tête et juste avancer de l'avant. Si on regarde trop loin, on risque de ne pas continuer. Alors, bonne chance, bonne chance. Nous sommes très fiers d'être représentés à la Biennale d'architecture de Venise cette année. Rappelez-nous les dates pour les personnes qui regardent et qui voudraient venir visiter. C'est à partir du 10 mai jusqu'au 23 novembre. Alors, bonne chance à votre collectif, à Collective for Architecture. Et nous sommes très fiers d'être représentés cette année à la Biennale. Merci de m'avoir reçu. Souvent sous-estimée au Liban, considérée comme simple distraction pour les uns, mal vue pour les autres, rarement considérée comme un métier, la danse a du chemin à faire. Nada Kano, un pilier de ce secteur dans le pays, ancienne danseuse professionnelle, actuellement chorégraphe et professeure de ballet, nous livre son témoignage. Bonjour, ici femme. Je m'appelle Nada Kano. Je suis chorégraphe et professeure de danse. Mon rêve a toujours été de professionnaliser la danse au Liban et d'en faire un métier. J'ai commencé la danse au Liban pendant la guerre civile et j'ai dû avoir une formation en France, professionnelle, où je suis restée 15 ans. En 2001, j'ai fondé le Beirut Dance Studio, qui est une école de danse classique. Et en 2003, la Beirut Dance Company, qui est une compagnie de danse contemporaine à base classique. En 2009, j'ai fondé le Beirut Dance Project, qui a offert des bourses à des enfants issus de milieux défavorisés. Le chemin a été difficile parce que la danse n'est pas subventionnée au Liban par l'État. Depuis un mois, on a présenté un spectacle, et pour la première fois au Liban, en collaboration avec des danseurs de l'Opéra de Paris, où les danseurs libanais ont dansé côte à côte avec les danseurs français. Et c'était un grand succès.
En 2019, aussi pour la première fois, une danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot, a dansé ma chorégraphie, The Dress, à Paris, à la scène musicale. Mon conseil aux jeunes, c'est de ne jamais lâcher la danse, parce qu'on a besoin de danseurs professionnels au Liban. La danse et les arts vivants sont un métier d'avenir, parce que la technologie ne pourra jamais remplacer les arts vivants. Et puis notre focus santé, le dépistage sauve des vies. Dr Aline Jahar Al-Hachem, radiologue à l'hôpital Clémenceau et à l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth, nous explique le déroulement de la mammographie et de l'échographie mammaire, deux examens essentiels pour la détection précoce du cancer du sein. Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Elle atteint environ une femme sur 8. Mais détecté précocement, ce cancer a des taux de guérison élevés, de l'ordre de 90% et même de 100% dans le stade 1 le moins avancé. La mammographie et l'échographie mammaire sont des examens radiologiques qui détectent ce cancer et qui participent activement au diagnostic. Cela dépend des écoles. En France, par exemple, les femmes entre 50 et 74 ans se font dépister tous les 2 ans parce que c'est la tranche d'âge à laquelle le plus de grand nombre de cancers survient. Aux États-Unis et au Liban, puisque nous suivons l'école américaine, cela débute à 40 ans et à un rythme annuel. Dans le cas d'une histoire familiale positive de cancer du sein, la patiente devrait cependant se dépister à partir de l'âge de 20 ans par un examen clinique tous les 6 mois et une IRM annuelle, et à partir de 30 ans avec une mammographie en alternance. Par ailleurs, une autopalpation mensuelle des seins est recommandée pour tout le monde dès l'âge de 20 ans. Si la patiente passe par le biais de la campagne nationale de dépistage, elle entreprend la mammographie seule au début et dans un second temps l'échographie dans 2 cas uniquement. Si les seins sont denses, ce qui peut cacher un petit cancer à la mammographie, ou bien si le radiologue détecte une masse ou des calcifications suspectes pour un meilleur bilan et pour rechercher d'éventuels ganglions associés. Hors campagne, la patiente peut réaliser les 2 examens d'emblée dans le même temps, ce qui serait préférable, surtout si elle est âgée de moins de 40 ans ou de plus de 74 ans, et à ses propres frais ou aux frais de l'assurance. Et puis l'actualité des femmes dans le monde. Dans la guerre au Soudan, des paramilitaires se livrent à de l'esclavage sexuel selon Amnesty. L'organisation a affirmé que les forces paramilitaires soudanaises ont soumis des femmes et des filles à l'esclavage sexuel et au viol dans le cadre de leur stratégie de guerre. Nous avons constaté que les forces de soutien rapide ont perpétré des violences sexuelles généralisées liées au conflit, notamment des viols collectifs, de l'esclavage sexuel et d'autres formes d'agression sexuelle dans plusieurs villes et villages du Soudan. Pourquoi ont-elles agi ainsi? Pour humilier et asseoir leur pouvoir, provoquer des déplacements forcés de population. En somme, pour briser le tissu social de la société soudanaise. Nous avons documenté 16 cas de viol et d'autres formes de violences sexuelles commis par les forces de soutien rapide à Khartoum, dans l'état d'Al Jazira, ainsi qu'au Darfour Nord et Sud. Nous avons également recensé 11 cas de viol et de viols collectifs impliquant 36 femmes et filles. Tous ces faits se sont produits entre avril 2023 et la fin octobre 2024. Une photo pour clôturer cet épisode des Françaises qui regardent un panneau électoral avant d'aller voter pour la première fois lors du premier tour des élections municipales le 29 avril 1945. Un droit qui leur a été accordé par l'ordonnance du 21 avril 1944, près d'un siècle après la généralisation du suffrage masculin.